Merci beaucoup, bonjour tout le monde. On se rencontre juste aujourd'hui en même temps que tout le monde. Bonjour à tous et toutes. Je suis bien contente d'animer ce panel-là aujourd'hui. En guise d'introduction, c'est ça, Oui, t'as ton micro, tout est beau. C'est ça, pour moi qui suis coordonnatrice en équité territoriale, ce terme-là fait... Je le côtoie quotidiennement, mais c'est aussi le sujet de la discussion aujourd'hui. Puis on n'a pas eu vraiment de définition à date de ce qu'est l'équité territoriale. Et à vrai dire, même quand on travaille dans le milieu, c'est pas très clair. Il n'y a pas une seule définition unique. Et pour autant, il est en fait dans le titre de notre panel. Alors, je voulais peut-être prendre un temps en introduction pour un peu poser la table de ce qu'on entend par équité territoriale. On en parle beaucoup depuis notamment 3 ans avec la pandémie qui a fait le lien direct entre les injustices sociales qui façonnent nos territoires et le cadre bâti et l'espace public. Notamment, on a très bien vu, ça nous a un peu sauté dans la face que ce sont les travailleurs et travailleuses de première ligne qui vivent dans notamment des logements qui sont souvent surpeuplés, qui étaient beaucoup plus à même de se faire contaminer, et également la notion d'espace public. Certaines populations dans certains quartiers avaient des parcs, des espaces publics pour pouvoir se rassembler, sortir de la solitude, quand d'autres n'avaient pas accès à tout ça. Donc c'est ça, c'est un peu ce moment-là qui a fait que beaucoup d'acteurs et actrices se sont penchés sur cette question-ci. La ville a sorti d'ailleurs vendredi dernier un indice d'équité des milieux de vie avec un projet de quartier inclusif et résilient. Donc c'est quelque chose qui est très présent actuellement. Souvent, moi j'aime bien pour vulgariser ce terme-là, dire que l'équité territoriale, c'est la représentation spatiale de la justice sociale. Ça peut pas paraître très clair pour tout le monde, mais c'est plus de dire ces injustices-là, elles se matérialisent, et si elles se matérialisent, eh bien, on peut agir dessus. On a souvent des dimensions qu'on analyse, donc souvent on va parler d'une configuration géographique qui assurerait à tous et toutes les mêmes conditions d'accès aux biens et services de proximité, d'intérêt général, quand on parle d'infrastructures de transport actifs collectifs, l'accès aux services sociaux, de santé, l'éducation, la culture, qui nous intéresse dans ce cas-ci, mais aussi l'emploi, la vie en société, etc. Moi, je travaille dans un organisme qui s'intéresse... je travaille avec beaucoup d'urbanistes. Moi, je viens des sciences sociales, mais souvent, la culture, on ne va pas forcément la regarder quand on parle des dimensions de l'équité territoriale. Moi, par exemple, je travaille sur un portrait diagnostic à l'échelle du Grand Montréal. On va regarder les espaces publics, les espaces verts, les îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur, également la notion du logement, les besoins impérieux, la qualité des logements, les enjeux de sécurité urbaine, la présence de commerce, d'alimentation, de commerce de proximité, et les questions de transport et de mobilité. Mais quid de la culture, donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Puis aussi, on parle beaucoup, le secteur de la culture s'intéresse à la question de désert culturel. Souvent, on va pouvoir superposer des cartes qui, par exemple, quand on prend une carte de la pauvreté à Montréal, c'est exactement celle aussi qui est la même des îlots de chaleur, la même des déserts alimentaires, etc. Et en même temps, quand on parle de désert culturel, en fait, ce que j'aime, puis même d'autres types de cartes, les cartes sont très utiles, mais elles ne disent pas tout. Et justement, parce que parfois il y a des magiciens et magiciennes dont, pour moi, vous faites partie, j'ai très hâte de vous entendre, qui permettent à la culture de s'immiscer dans des petits coins qui sont vraiment très difficiles à représenter sur une carte. Et je pense à des coins de ruelle, à un petit bout de la bibliothèque, etc., ou des parcs très excentrés. Et donc, en fait, c'est ça que vous allez entendre aujourd'hui, avec nos 4 panélistes que je vais vous présenter rapidement. On a avec nous Catherine Roy, tu es bibliothécaire et agente de liaison pour l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Tu vas pouvoir nous parler plus précisément de ce qu'est ce rôle d'agente de liaison. Oui. Patrick Legault, qui est directeur général de la société de développement commercial Hochelaga Maisonneuve. Elisabeth Anne Doyle, tu es directrice générale et artistique de MU. Et enfin, Mohamed Noureddine Mimoun, tu es coordonnateur et agent de mobilisation au Forum Jeunesse de Saint-Michel. Donc voilà, en fait, moi, j'avais envie de vous permettre de présenter vous-même en fait, vos initiatives
et de répondre en même temps à la question comment la culture peut-elle favoriser l'équité sur le territoire. Souvent, on va parler aussi de deux échelles, l'échelle de la ville et l'échelle des quartiers. Au sein même des quartiers, en fait, j'ai l'impression que c'est cette échelle-là qui nous intéresse le plus, parce que quand on s'intéresse aux notions d'équité territoriale, eh bien, on s'intéresse souvent aux populations qui ont moins accès facilement à la culture, qui n'ont souvent pas de voix dans la discussion, et qui sont souvent aussi prises dans leur quartier. Donc c'est ça, comment vous faites le lien entre culture et équité territoriale. Je commencerai on va avoir un temps de présentation, de discussion et de période de questions. Mais pour vous laisser le plus de temps possible, je commencerai par toi, Elisabeth Anne, pour nous parler un peu de ce que fait MU pour favoriser l'équité. Bonjour, MU, c'est un organisme de bienfaisance qui travaille dans l'espace public, qui crée des murales. Donc, on est présent sur quasiment tous les arrondissements de l'île. Il ne manque que Anjou. Alors, notez, si vous êtes ici, arrondissement, il ne manque que vous. Mais bref, les murales ont toujours été pour nous conçues de façon avec un prisme d'art social où l'objectif était justement d'amener de l'art dans l'espace public qui soit accessible. Donc, vraiment un principe de démocratisation de l'art. Derrière chaque projet de mural se greffe, et ça c'est ce que les gens connaissent moins de MU, se greffe un projet jeunesse en fait, donc un projet de médiation culturelle qui est offert aux adolescents dans les quartiers où se trouvent les murales. Donc comment MU procède, c'est toujours de trouver, s'associer avec un organisme communautaire local et offrir, que ce soit une maison de jeunes, un camp de jour, un centre communautaire, une école, mais offrir des ateliers en art urbain à la communauté jeunesse environnante à chacune des murales. Donc ça, c'est systématique, c'est dans l'ADN de MU, ça existe depuis 16 ans. Donc on a réalisé plus que 500 projets communautaires auprès des adolescents dans tous les quartiers et principalement dans les endroits plus vulnérables, notamment dans les HLM. L'OMHM est un partenaire important pour MU. Donc, on touche beaucoup de clientèles qui sont plus fragilisées et qui ont souvent moins d'accès justement à la culture. Alors ça a toujours été l'objectif, c'est vraiment dans l'ADN de MU. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire les dernières années? C'est ça dont on voit l'image derrière. C'est un camion ambulant d'art, c'est qu'on appelle le Mubilart. Donc, c'est un atelier. On a décidé, en fait, d'aller encore plus loin à la rencontre des jeunes. On se disait, à force d'observer, surtout dans les HLM, on se rendait compte que malgré le fait qu'on a des associations avec tous les organismes communautaires locaux, il y a encore des jeunes qui n'ont pas accès. Souvent, justement, parce qu'ils n'ont même pas l'accès à un camp de jour ou parce que, par exemple, la maman monoparentale travaille et c'est l'ado qui s'occupe de sa fratrie. Donc, les jeunes, dans des milieux très vulnérables, sont souvent livrés à eux-mêmes l'été. Et on se disait, comment est-ce qu'on peut aller les rejoindre encore plus directement? Donc, ce camion qu'on a réhabilité, qui est un ancien camion de transport pour personnes à mobilité réduite, on l'a transformé et donc il nous accompagne sur la route, un peu comme un art truck ou un camion de crème glacée. Mais c'est un atelier qui est complètement équipé, en fait, qui nous permet d'avoir un gros inventaire de matériel d'art plastique et qui nous fait aller dans les parcs, donc dans les arrondissements ou au cœur de HLM directement, qui n'ont peut-être pas d'organisme communautaire d'accueil pour offrir des ateliers donc aux jeunes, aux enfants et aux ados. Donc, ça a permis d'aller encore un petit peu plus loin dans l'accessibilité. C'est gratuit, évidemment. Ces projets-là se financent toujours à même l'enveloppe de montage financier des murales. Donc, ce sont des activités qui sont offertes aux communautés à l'intérieur du projet des murales et dans le cas du Art Truck aussi en partenariat avec la politique de l'enfant de la Ville de Montréal.
donc qui touche les enfants, la petite enfance dans les quartiers les plus vulnérables. Alors, c'est ça l'idée. Puis, ben c'est pratique parce que ça nous permet d'avoir du stock et aussi d'être capable d'intéresser les jeunes directement. Donc, c'est pas encore... il ne faut pas s'inscrire, il ne faut pas faire partie d'une structure, c'est libre. Tu arrives, tu pars quand tu veux, peu importe ton groupe d'âge, peu importe ton appartenance. Puis ce qu'on a découvert, qui n'était pas prévu, qui est dans le fond un avantage collatéral qui n'avait pas été planifié, mais c'est le côté inclusif, en fait, du camion qui amène, par exemple, encore une fois, des mamans à un moment de répit où, par exemple, on va venir avec son enfant faire un atelier. Donc, ce soit, par exemple, on fait beaucoup de sérigraphie, de création de posters, de propagande ou de messages de paix, des T-shirts, des casquettes, du marquage au sol. Pour les plus petits, juste de la craie au sol. Mais bref, toutes sortes d'activités qui sont liées aux arts urbains, en fait. Mais là, on se rendait compte que dans certains milieux, c'est les parents, en fait. C'est la possibilité dans une fête de quartier, par exemple, où on amène le camion. C'est un repère visuel incroyable. Donc, les gens sont tout de suite... il y a un petit côté magnétique à l'aspect ludique du véhicule. Et donc, les plus petits veulent y embarquer. Les ados rôdent autour, mais ça fait en sorte que parce qu'on est là, puis c'est juste accessible, ça donne une opportunité d'activité qui est très, très, très ouverte et ludique. Donc, voilà, en gros. Merci beaucoup. Ça montre à quel point il y a un besoin de connaître finement en fait, la situation des personnes en situation de vulnérabilité pour pouvoir effectivement essayer de couper toutes les barrières en fait, que ces personnes-là, auxquelles ces personnes-là font face pour pouvoir effectivement participer à ce genre d'activité culturelle. Ben oui, puis ce qui est cool avec le fait d'avoir un inventaire qui soit mobile versus quand on va dans un camp de jour, par exemple, ou une maison de jeunes, c'est qu'il faut amener le matériel d'avance, donc planifier, structurer l'atelier. Tandis que là, on est capable d'être juste complètement ouvert au milieu, être à l'écoute et puis faire ce que les enfants veulent, en fait. Ouais, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Je continuerai avec toi, Patrick. En fait, le camion de Muse se déplace directement, mais il y a aussi moyen de faire directement des projets dans les milieux de vie, et c'est ce que vous avez décidé de faire à la SDC. Oui, tout à fait. Bonjour. Merci premièrement pour l'invitation. Nous, on est une société de développement commercial qui, habituellement, a plus un mandat de développer la culture ou... pas développer la culture, mais développer le commerce. Puis on a utilisé la culture comme levier de développement commercial. Je suis venu vous parler de deux, trois événements qu'on a mis en place qui, je pense, jouent ce rôle-là de lien social entre les populations, puis aussi développent le quartier d'une certaine façon. Donc, l'idée derrière ça, c'était de reprendre des endroits qui n'étaient pas nécessairement voulus pour faire de la culture, comme des ruelles ou des rues pour faire des courses de triporteurs ou des galas de lutte. L'idée, c'était de créer un lien social et de rassembler les populations. Dans Hochelaga, on a différents types de populations qui se côtoient. Puis malheureusement, ne sont pas toujours se côtoient sur la rue, mais ne se côtoient pas lors d'événements ou d'activités. Donc, l'idée, c'était de créer des événements, d'inventer des événements qui allaient permettre cette mixité sociale-là, cet accès aussi gratuitement à la culture. Je pense qu'on a réussi à le faire. Vous avez des photos, mais derrière là, dans les shows de ruelles où on invite des artistes québécois à venir performer dans une ruelle où la culture devient accessible gratuitement aux gens du quartier, où ils n'ont pas nécessairement aussi à se déplacer très loin de chez eux pour avoir accès à la culture. Donc, on invite des artistes à venir directement dans le quartier et c'est gratuit. Donc, on se rend compte à quel point ces événements-là sont rassembleurs et aussi rassemblent différents types de populations, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, de tous les niveaux sociaux. Donc, c'est une réussite qu'on a eue. Et dernièrement, on a fait une course de triporteurs, ce qui était quand même assez drôle au départ, mais on s'est rendu compte, que ça pouvait briser l'isolement de certaines personnes à mobilité réduite, où ils prenaient comme part à une activité qui leur était dédiée, mais aussi qui rassemblait les gens du quartier.
Donc, même chose avec les galas de lutte qu'on a proposés. C'est l'ADN d'Hochelaga un petit peu qu'on a redistribué et qu'on a, on a fait des événements culturels qui sont rassembleurs et qui permettent à tout le monde de se rassembler autour d'une activité qui est ludique, mais qui est rassemblante. Donc, je trouve que c'est intéressant pour une société de développement commercial de ne pas juste se concentrer sur du développement économique, mais aussi utiliser la culture comme levier de développement économique, mais aussi comme levier de mixité sociale et de bon vivre ensemble. Donc, je pense que c'est à travers ces 3 événements-là, on fait beaucoup plus d'événements que juste ces 3 événements-là, mais dans le cadre de ce panel-là, je trouvais que c'était intéressant de venir présenter ces 3 événements-là qui ont eu un succès et qui ont, je pense, qui ont permis un beau rayonnement pour le quartier, mais aussi un très beau lien social pour les gens du quartier. Oui, merci beaucoup. Comme on peut le voir, beaucoup de succès avec le nombre de participations. Merci pour ça. Je continuerai en fait avec toi, Mohamed, parce que c'est aussi un exemple de comment la culture, comment tu la développes. Toi, Saint-Michel, un quartier qui fait face à plusieurs problématiques. Comment, en fait, dans ton cas, c'est aussi un vecteur d'intégration pour les jeunes, en fait. Fait que je te lance bonjour tout le monde. En fait, le Forum Jeunesse Saint-Michel, c'est un organisme qui travaille sur la participation citoyenne au quotidien et l'engagement social des jeunes. Et à travers notre mission, on développe des projets culturels parce que c'est important pour nous que les jeunes qui arrivent au Forum trouvent un moyen de s'exprimer à travers des pratiques artistiques. Ça peut être les murales, donc on participe dans du mural organisé dans le quartier. On était les premiers qui ont réalisé une murale au Petit Maghreb sur Jean Talon. Et l'important, c'est dans le processus aussi que dans le résultat. Et les jeunes qui sont beaucoup issus justement des communautés culturelles, qui sont nouvellement arrivés, qui arrivent au forum d'abord pour socialiser. Et ensuite, ils vont découvrir tous les projets qu'on mène dans le forum. La culture, ce n'est pas la première chose qu'on pense quand on parle de l'intégration des jeunes ou de l'immigrant en général. Plutôt, c'est besoins de base qu'on parle. Et souvent, on néglige justement la culture dans le processus d'intégration. Parfois par manque d'accessibilité et parfois par rapport à l'importance qu'on peut donner à la culture dans la vie d'un jeune spécialement. Dans notre façon de faire, il y a aussi l'expression de la culture d'origine. Donc il y a comme une mixité qu'on cherche à faire découvrir à un jeune qui est nouvellement arrivé ou qui vient d'une culture différente, faire découvrir la culture d'accueil, mais aussi de valoriser la culture d'origine. La personne va trouver une certaine aisance de jongler entre les deux cultures parce que c'est ça que vivent en fait les jeunes en général, surtout quand ils arrivent à l'âge d'adolescence. C'est là où il y a un enjeu de construction identitaire chez les jeunes parce qu'ils commencent à vivre dans deux milieux et ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive dans leur quotidien, mais ils veulent l'exprimer aussi. Donc on a aussi des projets de podcast qu'on réalise dans un studio qu'on a sur Jarry, où les jeunes ont construit carrément une émission qui s'appelle « Parce qu'on vient de loin », où ils racontent non seulement leur héritage culturel, mais aussi ils vont commenter l'actualité. Alors vous pouvez imaginer par exemple ce qui se passe actuellement dans le Proche-Orient, comment les jeunes ont envie de s'exprimer par exemple sur le sujet, parfois avec frustration, parfois avec certaines violences dans le propos, et c'est souvent ce qu'on trouve en général sur les réseaux sociaux. Alors ce que nous on essaie de donner aux jeunes, c'est cette plateforme de s'exprimer et de discuter avec d'autres jeunes qui viennent de différentes communautés, mais aussi d'encadrer cette discussion et de développer l'argument et l'opinion chez les jeunes, qui soit une opinion qui respecte les opinions des autres et aussi qui soit nourrie par des faits en fait, et non juste d'un sentiment personnel. Dans ce projet-là, par exemple, on invite des professionnels justement à nous aider dans l'expression justement orale des jeunes, parce que ça devient avec le temps aussi un moyen de maîtriser le français, par exemple pour les jeunes, d'avoir une certaine aisance dans l'expression orale qui va les aider dans d'autres lieux et dans d'autres circonstances, quand ils commencent par exemple à chercher un emploi, à faire des entrevues, ou même par exemple à faire des travaux au niveau de l'école. Le dernier projet qu'on a, c'est le Drop-In, qui est un lieu de socialisation pour les jeunes, où on utilise toutes les pratiques artistiques pour s'exprimer
soit le slam, le rap et la musique en général. Mais aussi, on invite des professionnels dans le milieu des arts, dans le milieu de production, par exemple, pour ceux qui veulent aller étudier, par exemple, dans ces milieux artistiques-là, ou qui veulent produire un jour, par exemple, un album. C'est un lieu qui est à la base un lieu de socialisation, mais devient aussi un lieu d'expression. Et dans le contexte, on a trouvé qu'il y avait un volet politique à développer par rapport à ça, où les jeunes, ils vont faire des débats entre eux sur différents sujets d'actualité. Ils vont aussi développer l'argumentaire. Et parfois, on les prépare même à aller dans les conseils d'arrondissement pour prendre la parole pour une question d'actualité ou pour une question qui concerne le quartier. Ils sont très impliqués dans les activités culturelles et autres dans le quartier. Et ils sont conscients aussi qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace d'expression culturelle. Alors, ils profitent de leur présence avec le forum. Et certains, et on est fiers de le dire, changent parfois leur trajectoire d'études pour aller étudier dans des milieux qu'à la base, ni eux ni leurs parents vont penser qui va être pour leurs enfants, parce que souvent les parents immigrants, ils vont penser à des programmes classiques comme la médecine, la pharmacie, le droit et autres, mais ils ne vont pas penser à des milieux artistiques que souvent on va dire aux jeunes, tu peux faire ça en parallèle, mais tu ne le fais pas comme métier. C'est pas un métier en soi d'être artiste, d'être peintre, mais on réussit quand même à travers l'accompagnement de convaincre aussi parfois les parents que si leur enfant a un talent, il faut l'entretenir, il faut le développer et il peut devenir aussi une carrière pour le jeune. Merci beaucoup. Super inspirant. Je conclurai par ce tour de présentation avec toi, justement, Catherine, et ton rôle de bibliothécaire et d'agente de liaison, qui est très méconnu. Et tu m'avais dit qu'il n'y en avait que 4, je pense. Oui, je vais vous parler de ça. Donc, mon nom est Catherine Roy. Je travaille à la bibliothèque de Parc Extension dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Et mon rôle comme bibliothécaire, c'est agente de liaison. On est 4, effectivement, dans le réseau des bibliothèques. Il y a quelqu'un ici au Café Da, Sylvie Payette, qui est aussi agent de liaison, là, ici collée sur la bibliothèque d'Ontic, qui fait le même poste que moi. C'est en fait un rôle qu'on a de travailler avec les personnes issues de l'immigration pour, premièrement, les inciter à découvrir les bibliothèques québécoises, mais on a un rôle d'intégration, francisation par la bande. Le rôle de francisation, je dirais, est assez important dans Parc Extension parce qu'on a des communautés issues de l'Asie du Sud, donc des gens qui arrivent, qui sont soit qui parlent anglais ou qui sont allophones, donc qui ont des besoins particuliers. Puis la culture, en fait, nos activités culturelles nous permettent de leur faire découvrir la bibliothèque d'une manière qui n'était pas toujours escomptée. C'est-à-dire que si on a une image d'une bibliothèque comme un lieu où il y a des livres plus académiques, on arrive dans les bibliothèques québécoises puis on découvre tout un pan de familial, je dirais, et accueillant avec des jeux, des films, plein d'activités culturelles. Puis, dans le cas de la bibliothèque de Parc Extension, on a la programmation régulière, adultes et jeunesse, et il y a une programmation vraiment agent de liaison où on va essayer de rejoindre des gens qui sont plus isolés. Justement, les personnes qui risquent moins d'entendre parler des bibliothèques dans des réseaux comme les écoles. Donc, on parle, par exemple, des femmes à la maison avec des enfants d'âge préscolaire, puis on va leur offrir une offre adaptée, c'est-à-dire que ça va être soit des activités qui vont leur parler du Québec, comment se préparer à l'hiver, qu'est-ce qu'on mange au Québec, je sais pas, la littérature québécoise, des choses comme ça, ou ça va être des activités culturelles de type créatif, de l'artisanat. Ça fonctionne très bien parce qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup le français pour pratiquer ce type d'activité-là. C'est très visuel. Puis, on a des causeries, un peu comme Mohamed disait, les drop-in. Nous aussi, on appelle ça des drop-in. C'est en fait les causeries chai and chat. On sert du thé et on parle. Ces causeries-là sont, en fait, on les a offertes à la base simplement comme
des causeries où tout le monde était les bienvenus, mais c'est beaucoup les gens isolés qui ont commencé à les fréquenter, des gens qui parlent en anglais et en punjabi, je dirais très majoritairement, 98% des gens qui viennent. Donc, c'est dans ces langues-là que se passent les causeries. Je pense qu'on voit exactement, on voit des photos des causeries. Ce qu'on voit à gauche, c'est intéressant, c'est un événement qu'on avait fait pour la fête de Holi, si je me souviens bien. Donc, même chose que Mohamed, on essaye beaucoup de mettre en valeur les cultures des gens qui habitent autour de la bibliothèque. Puis, ça les valorise beaucoup. Ils sont vraiment contents aussi de nous parler des fêtes, puis d'apporter, bien, dans ce cas-ci, on avait vraiment un buffet fourni par les gens, en plus de ce qu'on avait déjà prévu. Et à droite, ce que je veux montrer, c'est ce que ça nous permet de faire auprès des gens, parce que quand les gens sont à la bibliothèque, on leur parle de nos collections. On a des collections multilingues. On montre aux enfants des livres. Dans ce cas-ci, c'était des livres-jeux qui n'avaient pas besoin d'être compris ni en français ni dans aucune langue. Là. C'est juste des livres où on leur montre le principe, puis les enfants jouent d'eux-mêmes. Puis, ça permet à l'enfant de découvrir le potentiel du livre, parce que les cultures sud-asiatiques, c'est des cultures très orales. On pratique moins la lecture à la maison. Donc, là, les enfants ont un contact avec le livre. Nous, on peut parler aux parents de l'importance du livre, etc. Puis, on les invite à venir dans d'autres activités. Donc, pour nous, les activités culturelles, c'est une manière de mieux connaître les gens, de les rejoindre, puis de briser aussi l'isolement qu'ils peuvent vivre à leur arrivée au Québec. Merci beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve que vos projets montrent à quel point, en fait, pour rejoindre les populations, justement, quand on parle d'équité territoriale, c'est comme qui n'a pas accès à tous les bénéfices que peut procurer la ville en soi. Puis, justement, avec toute cette époque de transformation urbaine, etc., on le sait que nos milieux de vie doivent évoluer, vont évoluer, mais comment on fait pour que, justement, ce ne soit pas au détriment des populations qui vivent souvent des situations de marginalisation, et justement vous montrer à quel point, en fait, il faut faire tout le chemin inverse et de faire en sorte de s'accoler à leur réalité pour faciliter d'autant plus la participation et en fait le rôle de levier que la culture peut avoir dans tous vos exemples pour favoriser l'équité au sein des quartiers. On entre dans une période plus de discussion libre. Moi, j'avais envie de... vous en avez fait chacun et chacune part dans vos présentations, mais de revenir peut-être un peu sur les éléments clés qu'il faut mettre en place pour rejoindre les populations, juste ces populations-là que vous desservez justement. Je me souviens que quand on s'était préparé à la rencontre, notamment Catherine, tu me disais oui, la gratuité, mais c'est pas suffisant. Justement, on se dit ah mais oui, mais les festivals l'été à Montréal c'est gratuit, mais il y a plein de populations pour qui c'est pas accessible, pas juste d'une façon monétaire, mais parce qu'il y a tellement de barrières, des phénomènes aussi comme la stigmatisation, l'auto-exclusion, etc., qui sont présents. Et justement, comment, à travers justement ton rôle et les éléments clés que vous avez réussi à mettre en place, puis je pose la question à tout le monde, vous parvenez quand même à rejoindre ce type de public-là? Oui, bien, je vais répondre pour ma part. Effectivement, il y a des freins, puis des freins des fois auxquels on ne pense pas. Dans ce que nous, on vit, il y a la fracture numérique qui est moins présente dans d'autres arrondissements, mais nous, dans le quartier en particulier, Parc Extension, ça peut être un frein à tout ce qu'on fait en ligne et aussi même aux inscriptions, des fois aux activités culturelles. Si on parle de formulaires Google Form ou d'inscription. La langue, dans ce cas-ci, nous, les partenaires, les organismes locaux nous aident beaucoup. Ils ont des gens issus des communautés qui nous aident à faire la promotion des activités. Nos moyens traditionnels, c'est des feuillets papier et montréal.ca, ce qui fonctionne moyennement bien pour une part des communautés, surtout ceux qui ne savent pas que ces moyens-là sont nos moyens de diffusion. On a, dans ce temps-là, on passe par un ou deux organismes qui ont des WhatsApp, des groupes WhatsApp qui nous font même de la traduction. Et on a le BIP, Bureau d'information de Parc Extension, qui est à même la bibliothèque. C'est un bureau de référencement pour les gens du quartier. Tout ça pour dire que les partenaires, pour nous, sont cruciaux pour rejoindre le type de clientèle que les agents de liaison veulent rejoindre. Puis effectivement, la gratuité, mais aussi la localisation. Le fait qu'on soit vraiment près des écoles, près des services, ça nous aide aussi beaucoup.
Moi, je trouve que le contact direct, c'est le meilleur moyen d'inviter les gens à des programmes ou à des activités. Nous, on a la chance d'avoir des kiosques dans les écoles, mais aussi on a des bureaux qui sont situés dans le sous-sol de la bibliothèque de Saint-Michel. Donc, on a accès à la bibliothèque, mais aussi dans les parcs, par exemple, la moitié de l'année. Bien sûr, on utilise les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est plus pour nourrir, en fait, la relation avec nos membres que de les inviter. C'est rare qu'il y ait des jeunes qui viennent directement à travers les réseaux sociaux. C'est plutôt le contact direct de nos agents de mobilisation qui va faire la différence. La différence est faite aussi parce qu'on invite le jeune à venir d'abord socialiser, donc rencontrer d'autres jeunes. C'est ça qui intéresse d'abord le jeune. Et ensuite découvrir les programmes qu'on offre et tout le contenu culturel qu'on a dans nos programmes. L'idée de laisser les jeunes s'exprimer, c'est quelque chose qui est très parlant aux jeunes. Donc, ils veulent parler, ils veulent discuter. C'est ça qu'on voit dans leur vie quotidienne, dans les cours d'école et dans les différents espaces. Et le fait de le faire, par exemple, dans une radio ou dans un groupe, c'est important pour eux. On utilise beaucoup le contenu en fait, numérique à travers la réalisation des vidéos ou la photo, parce que c'est une manière aussi d'exprimer son vécu. On parle beaucoup de vécu migratoire dans nos programmes parce que les jeunes aiment partager leur héritage. Donc, on fait par exemple parfois des expositions sur la trajectoire migratoire du jeune, à quel âge il est arrivé, c'est quoi son premier jour, par exemple, au Québec, la découverte de l'hiver, par exemple, la découverte de l'accent, par exemple, québécois, même si on est francophone, ou carrément de la langue française. Et le fait de trouver cet espace pour s'exprimer, je pense que c'est ça qui nourrit la mobilisation des jeunes dans nos projets. Et il y a aussi la découverte d'autres cultures, c'est la rencontre avec les autres aussi. Quand madame parle de la nourriture, c'est très important la nourriture dans les rencontres. Alors souvent, quand on fait des soirées thématiques, on donne aussi cette possibilité de mettre en valeur une culture et on permet aux autres de venir avec leurs plats. On le fait par exemple pendant le ramadan, par exemple, où les jeunes musulmans, non musulmans se rencontrent le soir pour comprendre c'est quoi cette fête religieuse chez les musulmans. Donc c'est un lieu de rencontre aussi, la culture, plus la valorisation de la culture d'origine. Merci beaucoup. Est-ce que, oui, je pense aussi que de prendre la culture pour l'amener dans des endroits qui sont un peu hétéroclites ou qui sont moins habituels pour consommer de la culture ou rassembler des gens. Nous, ça nous a servi beaucoup de mettre ça dans des ruelles, de mettre ça dans des rues et aussi d'aller chercher les artistes, on en parlait tantôt un peu, mais des artistes locaux, des artistes qui habitent le quartier. Donc, il y a une espèce de bouche-oreille qui se fait aussi, on dirait, au niveau de la rue. Oui, les réseaux sociaux, oui, l'affichage conventionnel, mais surtout démocratiser un peu ça en rendant la culture gratuite et en l'amenant aussi dans les lieux de vie des gens. J'entendais souvent des fois des gens qui me disent j'aimerais ça aller voir un spectacle, je vous donne un exemple, de Marjo au Franco, mais même si c'est juste au centre-ville, c'est un peu loin de chez moi pour me déplacer, pour y aller, je ne suis pas à l'aise. Tandis qu'en faisant ce chemin-là vers les gens, vers les populations du quartier, ça leur permet d'avoir accès à de la culture gratuitement, mais aussi de le faire dans leur milieu de vie, qui est près de chez eux, avec leurs voisins, avec leurs amis. Donc, ça crée comme une espèce de rassemblement, de fête populaire, de quartier qui dépasse un petit peu juste la consommation de culture, de spectacles ou de trucs. Je pense que c'est vraiment de prendre aussi les artisans du quartier, les réunir ensemble autour d'un projet porteur, puis de l'amener à eux d'une façon un peu différente, des façons traditionnelles qui sont un peu plus gros stage ou grosses performances avec la sécurité et des entrées compliquées. C'est un peu de rendre ça, de faire le chemin inverse, de l'amener vers les populations, vers un peu quelque chose d'un plus petit qui leur permet de se rencontrer et de vivre ça comme une fête de quartier ou un rassemblement où tout le monde vit ensemble plutôt que juste être témoin d'un espèce de gros événement culturel. Donc, ça, je pense que c'est important. Merci beaucoup. J'avais envie vous m'en avez donné déjà, mais je pense que c'est intéressant de les partager, des anecdotes en fait, parce que comme
je sais plus, c'était toi, Mohamed, qui disait c'est pas souvent la chose à laquelle on pense en premier quand la culture, quand on parle à des populations qui ont des besoins vraiment de base, à se nourrir, se loger, etc. Alors que pourquoi pas en fait tenter de faire les deux à la fois. Je sais que vous m'avez donné des anecdotes sur à quel point vos projets, vos initiatives, vos événements ont un impact concret sur la vie des gens. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Je me souviens, Catherine, notamment, que tu m'avais parlé d'une comparaison entre une dame qui attendait tellement à chaque semaine les activités et qui, sinon, est très, très isolée, en fait. Je trouve que en fait, c'est la meilleure façon d'expliquer, en fait, à quel point en fait, ce vecteur-là de la culture comme vecteur d'équité territoriale. Oui, ben en fait, on a des gens qui attendent. Il y a des activités qu'on a depuis très longtemps, des après-midi au féminin. C'est des rendez-vous mensuels pour les femmes uniquement. Il y a de la musique, de la nourriture, effectivement. C'est vraiment une belle façon, je pense, à la fois d'attirer les gens, mais que les gens se sentent bien, se sentent accueillis. Puis, en fait, il y a une dame qui vient à plusieurs de nos activités, mais j'ai réalisé dernièrement qu'elle était sur des photos promotionnelles je pense que ça doit être 2010, ça fait un moment, puis elle vient encore sur une base régulière. Elle vient tous les mois aux après-midi au féminin et à quelques autres activités lorsqu'elle en a envie. Mais sans même qu'elle m'en ait parlé, je pense que ça, c'est un témoignage d'appréciation. Puis je trouve ça beau parce que je l'ai vue, en fait, vieillir à travers les photos. Elle a pris un petit coup de vieux depuis la fin de la pandémie, là, mais... c'est beau de voir qu'il y a aussi des enfants qu'on voit sur des affiches d'il y a quelques années qui sont rendus grands, puis ont grandi avec nous. Puis, oui, je trouve ça d'autant plus intéressant de voir leur parcours depuis, parce que moi, je me rappelle en voyant les photos des fois de où ils en étaient, où ils en sont maintenant. Puis, c'est le meilleur témoignage, sans même qu'il ait été énoncé. Ouais, ouais. Je peux parler aussi de quelque chose qui peut être maladroit, par exemple, parce qu'il y avait un projet qu'on a mené il y a 2 ans sur un piano accès libre dans le quartier Saint-Michel, sur Jean Talon. Et malheureusement, on a pensé à faire une collaboration pour décorer le piano. Donc, c'est les jeunes qui l'ont décoré avec un artiste. Mais on a oublié, je pense, on nous a oubliés, en fait, dans la programmation des artistes qui peuvent offrir des soirées thématiques. Et il fallait se rattraper parce que dans la programmation, on a oublié la culture du quartier, en fait. Donc, on n'a pas pensé que parmi les raisons de succès d'un projet, c'est vraiment qu'il soit ancré dans le quartier. Et ancré, ce n'est pas juste le fait de mettre un piano et de le décorer, mais aussi d'avoir des artistes qui peuvent toucher, en fait, la population autour. Alors, ça n'a pas été fait comme il faut, mais on a fait un rattrapage. Il y avait une soirée qui était programmée, mais il y avait une soirée d'autres qu'on a, nous, rattrapé à travers nos artistes pour animer justement le piano, ce qui a permis aux gens d'apprécier, en fait, l'expérience. Parce que souvent, on oublie dans un processus l'importance de donner la chance à la population de s'exprimer, d'écouter la musique qu'ils aiment. Et moi, je crois à la musique universelle et qui peut être variée d'un style à un autre, d'une langue à une autre, mais on a oublié, en fait, la culture du quartier. Alors, on a fait un rattrapage. Ce genre d'expérience nous permet toujours de penser, en fait, quand on parle d'un quartier, quand on parle d'une population, d'être en lien avec la culture ou ce que les gens aiment écouter. Ça nous permet aussi de les ouvrir vers d'autres musiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'écoutent pas d'autres styles de musique, mais c'est important qu'on donne la chance à des artistes locaux aussi de s'exprimer et de prendre le micro. Voilà. Ouais, mais c'est justement ce que vous avez aussi dans Hochelaga, dans la programmation d'avoir des artistes de Hochelaga, en fait. Oui, tout à fait. Puis je veux rebondir sur ce que tu dis. Tu sais, nous, ça paraissait un peu loufoque de faire des courses de quadriporteurs au départ, mais c'est justement, c'est des gens qui étaient dans le quartier. C'est ces gens-là pour qui on a fait un événement, puis c'est devenu comme une espèce de rassemblement populaire, mais ce qui fait que ça a autant fonctionné ou qu'il y a autant de monde qui sont venus voir ou qui ont apprécié ce moment-là, c'est justement un peu ce que tu disais, c'était de prendre des gens qui sont bien ancrés dans le quartier,
puis pour une des rares fois, mettre la lumière sur leur présence, ce qui fait que c'est pas devenu une espèce de cirque où les gens viennent rire, mais où tout le monde participe ensemble. Il y avait des gens avec Envoi et Mireille, ou c'était un peu surréel, mais ça venait toucher un peu comme à l'origine du quartier. Puis on voit la même chose quand on fait des galas de lutte extérieures avec des lutteurs qui sont dans le quartier. Ce qui fait que ça fonctionne autant, c'est que les gens s'approprient un peu, s'approprient comme puis ils se disent c'est un peu l'ADN du quartier qu'on essaye de livrer, puis qui fait en sorte qu'ils se sentent représentés. Oui, mais justement, en fait, je voulais, juste avant la période de questions, je voulais rebondir avec toi, parce qu'on parle beaucoup du quartier, là, des développements de la culture qui permettent de développer un sentiment d'appartenance. Je me demande justement, vu que chaque projet de mural avec Mu est très individualisé et puis s'ancre dans des établissements, dans des quartiers, dans des lieux, comment vous faites justement comme processus avant de passer à la production de la murale, comment vous prenez tout ça en compte en fait? Bien, c'est jamais pareil. Ouais. C'est la beauté et le défi, c'est justement d'être à l'écoute et donc de s'adapter. Alors, il n'y a pas de recette magique. Donc, des fois, ça va être des tables de concertation, des fois des maisons de jeunes, des fois via l'arrondissement. Mais la recette, comme a dit tout le monde, c'est vraiment d'être à l'écoute. Puis effectivement, nous, on n'a pas le lien de confiance avec les gens, on ne les connaît pas. Donc, c'est vraiment toujours en association avec des forces locales, en fait, des groupes locaux qui, eux, connaissent les populations, les besoins, puis tout ça. Donc, tu demandais des anecdotes. À un moment donné, un été, on offrait des ateliers, donc, comme d'habitude, aux ados et dans un certain quartier, avec une forte population pakistanaise. On réalisait que les petites filles ne venaient pas, ce qui était inhabituel dans le niveau de participation. Et en posant des questions, ben, en fait, on a découvert que les parents n'avaient pas confiance de laisser les petites filles être avec les petits garçons dans des ateliers mixtes. Donc, ben, on a adapté notre programmation pour offrir des ateliers avec genre. Et ben, finalement, ce que ça a créé, au début, on trouvait ça, c'était pas ce qu'on avait l'habitude de faire. Par contre, ça a permis non seulement aux jeunes filles de venir, mais aux parents des jeunes filles de les accompagner pour justement créer la confiance. Puis après, ben, on s'est mis à avoir des liens avec les adultes aussi, les parents. Alors, c'est vraiment toujours être à l'écoute, s'adapter et puis pas avoir le moins possible d'a priori pour être capable justement d'être toujours agile. Et puis après, bien sûr, ben, il y a le temps. Je pense que le temps fait toujours la différence quand on est capable d'être dans un milieu suffisamment longtemps pour créer le lien de confiance, puis développer justement une offre culturelle qui est adaptée. Merci beaucoup. Ben, d'ailleurs, je vous remercierai en fait déjà tous les quatre pour vos témoignages et le micro est à vous en fait maintenant. Oui, le micro est ici. Je vous le passe. Dès que vous levez la main. Oui, monsieur. Et madame ensuite. Bonjour, merci pour vos anecdotes, c'est très intéressant. En fait, c'est un commentaire. Quand on dit comment la culture peut-elle favoriser l'équité sur le territoire, je me posais la question, après vous avoir écouté, ce serait plutôt comment l'équité sur le territoire pourrait favoriser l'expression culturelle. Parce que c'est l'équité, finalement, que vous mettez de l'avant. Puis finalement, bon, ben, c'est les cultures qui sont concernées qui vont embarquer dans cette grille équitable, peut-être, quelque chose comme ça. Moi, je pense que depuis quelque temps, on a évolué vers la démocratisation de la culture, en fait, soit à travers les programmes de la ville qui encouragent des pratiques artistiques amateurs et qui permettent à des organismes d'avoir ce genre de projet qui est en lien direct avec la population, spécialement la population qui est marginalisée, par exemple. Et il y a aussi une évolution par rapport à regarder la culture aussi, en tout cas, je parle pour mes jeunes, par exemple, pour des carrières. Parce que souvent, les parents, ils ont peur, comme j'ai dit, pour ce genre de carrière, parce qu'ils pensent que c'est des milieux fermés.
Donc moi, je pense que le milieu essaye de s'ouvrir de plus en plus parce que le milieu lui-même réalise qu'on n'a pas beaucoup de diversité au sein de nos professionnels. Et je pense qu'au niveau des programmes aussi, il y a une diversité des programmes. Et comme on arrive vers la deuxième, troisième génération des personnes issues de l'immigration, ces jeunes-là prennent plus leur place dans le milieu artistique. C'est comme ça que je vois les choses. Une autre question ici. Merci beaucoup, Monsieur Sampere. Merci, je suis très admiratrice de toutes ces programmations. Et je voudrais poser une question. Quelle est la place de la programmation avec les personnes autochtones, inuits et métis dans votre programmation? Avez-vous une planification d'incorporer davantage d'échanges, surtout avec les personnes issues d'immigration? Je ne crois pas, je suis issue de l'immigration, je ne crois pas que ma famille connaissait la présence des personnes autochtones ici quand ils arrivaient, ils fuyaient les horreurs ailleurs. Ils parlaient un peu le français parce qu'on apprenait le français dans les écoles de Tsar. Alors, pas l'anglais, mais on était basculés dans les écoles anglophones. Mais je trouve que les actions, toute la programmation culturelle, toute la vitalité culturelle de Montréal permet d'agir vers les actions qui promeut la réconciliation. Et ce sont des actions nécessaires et intéressantes de découvrir toutes ces cultures. Merci. Moi, quand je suis arrivé dans ce pays, je n'avais aucune idée qui sont les Autochtones. Je travaillais dans un magasin, il y a un grand monsieur qui rentre dans le magasin et qui me parle, et je n'arrivais pas à découvrir son origine. Donc il faisait un jeu avec moi, il m'a dit, fais des propositions. Et moi je lui disais, vous êtes mexicain, vous êtes philippin, vous êtes... Il me dit, non, vous vous trompez. Après il me dit, je suis autochtone. Et je dis, c'est quoi un autochtone? Il me dit, Première Nation. Et moi j'avais la référence des films western, des films américains. Je dis, ah, vous êtes un Indien. Et là, il ne s'est pas fâché parce qu'il m'a dit, vous êtes là depuis combien de temps? J'ai dit, depuis 3 mois. Il me dit, on n'est pas indien. Et là, il m'explique un peu la réalité des Autochtones. J'ai gardé ça en tête. Quand tu arrives à être dans un organisme qui accompagne les jeunes par rapport à connaître le milieu, c'est sûr que nous, il y a des soirées thématiques où on rencontre les Autochtones. La dernière fois, il y a une soirée où on a invité quelqu'un qui nous a parlé, qui a fait en fait une démonstration aux jeunes à travers des draps, pour dire comment il y avait des possessions des terres pour les Autochtones. Et les jeunes, ils ont beaucoup apprécié parce que c'était un cercle et en même temps, c'était mouvementé. Il fallait bouger sur les draps pour réaliser à chaque fois qu'il y a un drap qu'on peut retirer. Et il y avait une narration qui accompagne l'activité et les jeunes ont beaucoup apprécié. Donc, c'est sûr que c'est important pour nous qui veulent construire les citoyens de demain, qu'un jeune issu de l'immigration sache c'est quoi la réalité des gens autochtones dans une programmation culturelle. Si je peux parler pour la bibliothèque de Parc Extension, on a eu des activités pour les jeunes qui avaient été offertes dans notre programmation régulière. On n'offre pas d'activités disons, sur la thématique autochtone ou par des artistes autochtones sur une base régulière. Par contre, on est toujours ouvert aux propositions. Donc, dès qu'il y a des artistes qui offrent des activités intéressantes ou qui nous font des propositions, on les prend en considération, puis on est très, très ouvert à en offrir. Simplement, on n'a pas... je dirais qu'en tout cas, pour agent de liaison, de mon côté, je n'ai pas remarqué de communauté autochtone dans Parc Extension. Donc, disons qu'on ne focus pas sur cette offre-là tout en étant ouvert. Donc, ponctuellement, il va y avoir des activités qui vont être offertes, mais ce n'est pas nécessairement chaque saison. Puis, on essaie surtout de proposer une variété. On invite beaucoup des artistes aussi de notre quartier ou de notre arrondissement. Mais je crois qu'à ma connaissance, il n'y en a pas d'origine autochtone dans notre arrondissement qui offre fréquemment là, des activités. J'en ai pas en tête, donc on est ouvert aux offres. Mais oui, c'est quelque chose qu'on est ouvert à développer, mais sur lequel on ne met pas d'énergie actuellement plus que dans d'autres activités. Là, on essaie de comme toucher à tout, je dirais. Pour mieux, depuis 10 ans, il y a
6 murales qui ont été réalisées à Montréal avec des artistes autochtones. Et aussi, je pense que le défi avec les communautés autochtones, pour ce qui est des artistes, c'est l'accès. Puis évidemment, tout peintre n'est pas muraliste, donc il y a peu d'artistes qui ont des opportunités. Alors, c'est aussi de créer justement ces opportunités de formation. Donc, chez MU, on est fiers d'avoir encadré la formation de plusieurs jeunes femmes artistes autochtones qui deviennent formées professionnellement pour réaliser des murales. Et donc, ça permet à la fois cette vitrine, cette professionnalisation et aussi ce dialogue avec différentes communautés. Puis, on est très présent aussi dans des lieux qui offrent des services première ligne ou des services d'hébergement. Donc, chez MU, l'autochtonie et utiliser l'art dans un modèle de réconciliation est très présent. Merci beaucoup. Je crois que Emmanuel est ici et qu'on arrive à la fin du panel. Donc, c'est ça, je te redonne la parole. Bien, écoutez, merci énormément. J'aimerais qu'on salue la contribution